Promenade de santé pour Matata Pognon et son équipe. Les choses ne sont pas déroulées comme souhaité. Initialement signée par 137 députés nationaux, la motion de censure contre le Premier ministre a été jugée inopportune par la majorité des députés. Au finish, Jean-Baudouin Maillot de l'Union pour la nation congolaise s'est retrouvé avec 96 signatures seulement dans sa gibecière. 41 lui ont été retirées par les signataires eux-mêmes. Ce faisant, cette motion est simplement devenue sans objet. Seulement, les scénarios auxquels les élus du peuple ont gratifié le public laissent à désirer et soulèvent des interrogations. Y a-t-il eu corruption dans le rang des députés? Est-ce un acte d'irresponsabilité ou encore un manque de cohésion de la part des élus? À première vue, l'on croirait que la démocratie a du mal à retrouver ses marques en République démocratique du Congo. Le comportement mécanique de certains élus semble mettre le bâton dans les roues du bon fonctionnement du débat au sein de l'Assemblée nationale. Mais l'initiateur de la motion ne pouvait pas imaginer cette surprise. Dans le débat qui a suivi la lecture de ces lettres de désistement, les élus, du moins ceux ayant la maîtrise du droit, se sont mis à une gymnastique pédagogique. Toutefois, l'irrécevabilité de la motion du député national Maillot ne doit pas servir de prétexte au gouvernement pour dormir sur ses lauriers. Au contraire, c'est l'occasion pour l'équipe de Matata Pognon de se remettre en cause et de s'auto-évaluer en prenant en compte des griefs mis à sa charge dans la motion qui a fait flop. Pour les qui n'ont interrogé au sujet de la motion de censure contre le Premier ministre Matata Pognon, dont l'examen n'a pas abouti, faute des signatures, l'acte posé par les élus réfractaires n'honore pas leur personnalité. Voilà qui constitue une honte pour ce temple dit de la démocratie. Le comportement qui manifeste de l'autre côté, c'est comme s'ils sont partis chercher de l'argent pour leur compte privé. Mais on ne tient plus compte des gens qui les ont votés, on ne tient plus compte des misères des peuples. Ils sont là que pour chercher comment on peut augmenter leur salaire, comment on peut aménager leurs avoirs, tout comme ça. Dans la pratique, on a toujours assisté à un système de corruption des députés, mais c'est la démocratie, qu'est-ce que vous voulez? Lorsque quelqu'un a émis un vœu et puis il a signé la motion et que lui-même, de sa propre volonté, il retire encore la même motion, bon, c'est la démocratie. Certains accusent les 42 députés qui ont retiré leur signature d'avoir été corrompus et s'interrogent s'il faut encore faire confiance à l'Assemblée nationale. C'est qu'il y avait un louche qui s'est passé là-dedans. Les gens qui ont signé leur signature, par après ils se retirent. Donc il y a du louche au Congo, donc on regrette par rapport à tout ce qui se passe. Nous on savait qu'ils pouvaient décider de ce qu'ils avaient pris comme décision, mais par après ils se sont retirés encore. C'est depuis un parlement, sont contre la population. Et je suis en train de me demander si dans ce pays encore on peut parler des élections. Face à cette débâcle, il y en a qui souhaitent voir le Premier ministre rendre compte de sa gestion devant la représentation nationale pour éviter les suspicions. Rappelons que la motion accusait Matata Pognon de violer constamment la Constitution, notamment par son interférence dans la justice. Le spectacle qui a été offert au souverain primaire, en particulier à l'opinion internationale en général, n'a d'autre qualificatif que celui-ci, une honte nationale, en cause la prestation des députés nationaux. Pour une question de procédure, ils n'ont pas hésité de se dire des choses, même honteuses. Premier constat, 41 députés nationaux sur les 36 signataires de cette motion ont renié leur signature. Tous les prétextes sont passés pour justifier leur revirement spectaculaire. Ce que l'on a pu retenir, c'est que parmi les députés réfractaires, il y en a qui ont reconnu avoir signé la motion sans l'avoir lue. Quelle bourde! Que signifie cet aveu? Absence de responsabilité au niveau individuel et politique, remise en cause de la qualité d'élu du peuple. Si, en tant que députés nationaux, ils ne savent pas au préalable à quoi ils s'engagent, c'est bien dommage. Et dire que leurs collègues se sont agités comme deux diables dans le bénitier pour défendre une certaine liberté, la légèreté comportementale au sein d'une institution nationale peut-elle justifier une conviction politique? Il faut être avocat du diable pour soutenir pareil dérapage. Est-ce que les uns et les autres
ont la conscience de ce qu'ils sont à ce niveau de la pyramide nationale, difficile de répondre par l'affirmative. Ils donnent l'impression d'être des citoyens ordinaires qui ne se sentent pas soumis à une obligation d'éthique politique et citoyenne. Du coup, ils montrent à la face du monde qu'ils n'ont pas de respect pour leur électorat, somme toute souverain primaire. Le spectacle qui a été offert lundi à l'hémicycle du Palais du Peuple, baptisé faussement Temple de la démocratie, est la preuve que le pays est malade, mais bien plus de sa classe politique. Pour avoir perdu sa conscience, celle-ci a perdu aussi son âme. À quelques heures de l'épreuve des dissertations, tout est prêt pour affronter cette première étape de l'examen d'État. Au complexe scolaire Alliance Ouest africaine, ce sont des derniers réglages. Dans des salles de classe, les élèves s'exercent avec des anciens carnets pour se mesurer et tester la maîtrise des notions sur la dissertation. On s'est préparé depuis le mois de septembre, on nous a préparé, on nous a appris ce qu'on doit faire et ce qu'il faut pour la dissertation. Je crois que nous sommes suffisamment prêts pour affronter la dissertation. Au lycée Kabambaré, toutes les élèves finalistes sont internées pour beaucoup plus de concentration. Je dirais que nous sommes totalement prêtes à affronter ces examens d'État et grâce à tous ces enseignements qu'on a reçus ici, nous avons les capacités nécessaires pour arriver à réussir correctement. Quant aux frais de participation à l'épreuve des dissertations, les autorités scolaires de ces deux établissements respectent les montants de 16 000 francs fixés par le ministère de l'EPSP. Conditions pour participer aux examens d'État, d'abord c'est payer les frais au niveau de l'inspection, parce que l'inspection nous demande aux finalistes de payer 16 000 pour la hors-session et 10 000 pour la session ordinaire. L'État a demandé 16 000 francs, ça nous avons aussi demandé. Mais maintenant, comme l'État nous oblige qu'il faut payer pour tout le monde, nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de payer. Il n'y a pas de dérogation acceptée, mais nous sommes vraiment devant une contrainte de payer. À côté de ces montants, d'autres écoles demandent plus qu'exigé par les PSP, d'où cette inquiétude des parents rencontrés dans le parage de ces écoles. Présentement, on les a exigé 60 000 le frais de participation c'est à 37 000. Alors le préfet a profité aussi l'occasion pour qu'il mette aussi son frais et ça, il s'est arrivé maintenant à 16 000 l'État. 16 000 francs congolais, c'est les frais fixés par l'État. Mais en dehors de ça, on nous demande le frais de suivi. Moi, je payais 32 000 francs ce matin pour que l'enfant puisse avoir son macaron. La RDC et le Soudan du Sud se sont engagés à ne pas permettre aux groupes armés à se servir du territoire du Soudan du Sud comme base arrière pour lancer des attaques, des opérations terroristes contre le nord de la République démocratique du Congo et vice-versa. Tous les ministres sectoriels ont été mis à contribution, ce qui traduit la volonté de deux chefs d'État, Joseph Kabila et Salva Kiir, de travailler en collaboration avec les voisins pour le renforcement de la sécurité dans la frontière commune entre la RDC et le Soudan du Sud. Point n'est besoin de rappeler ici les relations de fraternité et de consanguinité qui existent entre les deux peuples, partageant une large frontière commune avec les mêmes tribus de part et d'autre. Le peuple congolais, qui avait toujours soutenu la lutte menée par les dirigeants sud-soudanais depuis les années 1960, trouvera ici l'occasion de féliciter le peuple sud-soudanais et de saluer la naissance le 9 juillet 2011 de la nouvelle République, à savoir la République du Soudan du Sud. La RDC et le Soudan du Sud sont désormais des partenaires dans le secteur tant économique et sécuritaire, incontournable pour le développement. Les autorités du Soudan du Sud croient que l'avenir de leur pays repose sur les relations de bon voisinage et de coopération avec les pays de la sous-région, parmi lesquels figure la République démocratique du Congo. Kampala, c'est une affaire qu'il faut oublier. De toutes les façons, nous, aux forces actives de changement, dès le départ, nous avons dit que cette affaire ne nous concernait pas et que c'était
une chronique d'un échec annoncé. Mais l'échec est là. Et comme les initiateurs, les gens qui ont mené ces complots, qui mènent les complots contre les Congos, ne veulent pas considérer comme qu'ils ont échoué. Ils veulent continuer avec Kampala. Mais Kampala, il n'y a rien et rien de bon ne sortira de là. Ce qui était recherché à Kampala était d'arriver à l'unité du pays. Aujourd'hui, par le biais de la communauté internationale, mue par des efforts diplomatiques de notre pays, par ce biais, le conflit à l'est du pays, l'insécurité à l'est du pays, tend vers le déploiement de la brigade d'intervention dans la partie orientale de la République démocratique du Congo n'est plus qu'une question de semaines, rassure le porte-parole civil de la MONUSCO. Les menaces du M23 ne signifient qu'il a un pouvoir réel dans les zones sous son contrôle. Manoj Mounoubaï rassure et reste confiant. Ce que le M23 est en train de faire entre dans la ligne droite de la conduite qu'elle a toujours eue, parce qu'elle pense être une puissance gouvernante des zones qu'elle occupe, mais tout ça rentre dans le cadre des activités très précises que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2098, lui demande de cesser immédiatement. Il n'est pas question de baisser les bras à cause d'une quelconque menace du M23 sur le déploiement de la brigade d'intervention des Nations Unies. Le porte-parole militaire en direct de Goma précise le soutien de la communauté internationale à la brigade. Félix Bass se dit serein. Ne nous empêche pas de poursuivre notre travail dans la sérénité parce que notre préoccupation majeure, que ce soit avec cette brigade d'intervention ou avec la brigade du Nord Kivu, notre préoccupation majeure, c'est la protection des populations civiles. Autant la brigade d'intervention aura une mission spéciale à l'intérieur de ce mandat qui nous a été donné, autant les autres composantes aussi de la MONUSCO qui font partie de la force contribueront à réduire à néant les effets négatifs que les autres groupes armés sont en train de semer dans la province du Nord Kivu. Pendant ce temps, une foire est organisée en faveur de 40 000 personnes déplacées internes et leurs familles d'accueil. C'est une réponse aux besoins alimentaires qu'éprouvent ces déplacés qui fuient les hostilités dans leur milieu de vie. Après une année passée à la tête du gouvernement, la détermination des Matata Ponyo reste intacte. Il s'engage à maintenir le cap sur deux aspects importants de son plan d'action. Il s'agit de l'économie et de la sécurité. Pour les premiers 12 mois, le Premier ministre signale que les indicateurs du cadre macroéconomique sont au vert. Les réformes rigoureuses amorcées par le gouvernement rassurent. Le taux d'inflation est descendu à 2,7% en 2012. La croissance économique devrait se situer au-dessus de 8% à la fin de cette année. La situation sécuritaire se présente cependant comme une épine dans la plante des pieds du gouvernement. L'Est de la République est loin de connaître la paix malgré la conjugaison des efforts avec l'appui de la communauté internationale. Le chef du gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre pour donner un avenir meilleur aux Congolais. La rigueur dans la gestion des finances publiques et la bonne gouvernance en termes de perspective. Le gouvernement s'engage à poursuivre les réformes dans l'ensemble des secteurs de la vie nationale, y compris les secteurs des mines, le secteur des hydrocarbures et le secteur de la forêt. Sous la conduite éclairée du président de la République. L'amélioration du climat des affaires et de la gouvernance devra donc se poursuivre sans relâche pour que le rêve de tous les Congolais, celui d'avoir une République démocratique du Congo émergente, devienne une réalité un jour.
L'an 1 du gouvernement Matata se caractérise par la gestion rigoureuse des finances publiques, la construction et la réhabilitation des routes, écoles, universités et hôpitaux sur fonds propres du gouvernement. La bonne gouvernance reste le maître mot du gouvernement. Investi le 9 mai de l'année dernière, l'équipe Matata n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il promet de batailler dur pour élever le défi. Il ne faut pas que le gouvernement puisse se consoler de ses propres turpitudes. Moi, je pense que le gouvernement doit regarder la population en face. Parce que nous avons actuellement un budget, je dois vous le dire sincèrement, que nous devrions regarder qu'est-ce qui a été prévu, par exemple, pour le premier trimestre de l'année 2013 dans le budget. On pouvait s'interroger, parce que le budget est l'outil par excellence du gouvernement de la République. Qu'on se dise depuis le mois de janvier qu'est-ce qui a été fait conformément à la planification. En tant que fonctionnaire, je dis qu'en tout cas il y a un grand changement. Ça en tout cas on doit être correct. Disons dans la ville de Kinshasa, il y a à améliorer puisque les Kuluna continuent toujours à régner. Donc le gouvernement doit faire un effort aussi. L'an est au seuil, c'est-à-dire au point mort. Rien de positif, rien de négatif. Non, il y a encore un peu d'insécurité, mais l'évolution est là. Parce que tout ne peut pas finir en un clin d'œil. Vous savez que le pays est trop vaste, n'est-ce pas? Ok, raison pour laquelle je dis que sur le plan sécuritaire, il va à bon port. Si cela sera concrétisé par l'action de forces des Nations Unies qu'ils entreprennent de mettre en place. Sur le côté sécurité, il a échoué. Il n'y a pas de sécurité en RDC. Ce n'est pas du tout positif, hein, selon ce que moi je vois. Puisque je sais qu'en dehors de ce qu'il a envoyé les gens à la banque, mais il n'a pas amélioré les sociales des Congolais. Ça, c'est ce que je vois. Et puis, je ne trouve pas que c'est vraiment positif, comme vous le dites. Pour la remise des gens à la banque, ça va. L'ordre, il y a quand même l'ordre parce qu'il n'y a plus de fraude, il n'y a plus de vol, il n'y a plus de ça. Les fonctionnaires tels que maintenant nous venons à la banque, les fonctionnaires peuvent maintenant toucher son salaire comme moi. Il n'a eu que 24 heures pour répondre aux préoccupations des sénateurs sur ce projet de loi qui vise à doter la RDC d'instruments juridiques de droit international aérien. Ils garantissent tant la protection des passagers et des aéronefs que l'indemnisation des victimes de crash, notamment à travers la réparation des dommages causés à des propriétés privées. Justin Kalumba a reconnu qu'il y a beaucoup de lacunes dans ce secteur et le gouvernement milite pour relever les défis. Que le gouvernement est engagé dans un schéma de correction des différentes lacunes qui ont été identifiées depuis l'audit de l'OACI de 2006 et l'exercice que nous venons d'avoir en 2013, en janvier. Donc il y a des lacunes qui ont été stigmatisées et nous travaillons résolument à la correction de ces lacunes pour que notre système de supervision de la sécurité aérienne soit La présentation efficace. de ces projets de loi par le ministre de Transport et Voies des Communications a suscité beaucoup d'interrogations parmi les sénateurs. À l'issue de cette réplique, ces projets de loi ont été déclarés recevables et envoyés à la commission PAJ pour harmonisation. Tout commence par l'avenue des poids lourds en pleine modernisation et réhabilitation. Les engins de l'entreprise japonaise Kitano Construction Corporation, commis aux travaux, sont à pied d'œuvre en cette journée dominicale. La phase 2 du projet évolue normalement de la 14e rue jusqu'à la Force Navale. La beauté de la chaussée laisse sans voix. On en est à la pose de 7 cm d'enrobé. Fridolin Kasushi-Musoka et sa délégation en sont satisfaits. La cellule infrastructure et maître d'ouvrage délégué à ces travaux, Théophile Telalugumba, son coordonnateur ad interim, donne ici plus de précisions sur l'exécution de travaux et appelle les citoyens à plus de civisme pour le respect des ouvrages d'assainissement. Vous voyez, le projet avance très bien. L'entreprise est en train de faire les travaux de revêtement. Ça montre que le projet tend vers ça. L'entreprise, pendant la durée des travaux, essaie de curer. Chaque fois, on a toujours les riverains qui viennent déverser, de détruire les immondices. Et là, il s'agit de pouvoir faire recours au civisme de nos compatriotes dans les communes, le bourgmestre, pour qu'ils puissent conscientiser les populations. De là, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction et sa suite longe le boulevard Lumumba.
Au pont Djili ou Crec 8 jette un pont mitoyen, les travaux vont à pas de géant. Fridolin Kasweshi Moussoka, en compagnie du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, visite la base vie de cette entreprise chinoise où sont stockés les matériaux destinés à la construction du pont. L'inspection s'achève sur le lot 3 du boulevard Lumumba. L'on peut déjà apercevoir les ouvrages d'assainissement en pleine construction. Donc nous sommes suffisamment avancés et nous pensons que sur le lot 3, nous tiendrons à ce que nous avons donné comme engagement de terminer totalement les caniveaux du côté droit et même la moitié du caniveau du côté gauche. Donc je veux dire que le ministre est satisfait de cet avancement. Toutes ces infrastructures routières contribueront à l'amélioration des conditions de vie des populations, la route étant un des facteurs clés du développement.